Bonjour à tous, bienvenue sur le site de la Monnaie d'Hyères. Le site de la Monnaie d'Hyères est connu en fait depuis en gros le début du XXe siècle. Bon, déjà, c'est un site avec une très longue occupation. Cette longue occupation, en réalité, elle a été mise en évidence l'an dernier par des niveaux néolithiques. Donc le néolithique constitue entre 2500 et 2300 avant Jésus-Christ. Ensuite, une occupation proto-historique, donc la proto-histoire qui dure du 6e au 5e siècle avant Jésus-Christ, et une seconde occupation à partir du 2e siècle. Et enfin, une occupation de l'époque médiévale, parce que je vais vous parler principalement de l'habitat gaulois, qui date donc du 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Vous êtes ici sur le plateau que je pense que vous connaissez un petit peu, qui fait environ 4,5 hectares, qui est situé à quelques centaines de mètres de l'Hérault et à quelques kilomètres de la Méditerranée. Donc déjà une situation géographique un petit peu particulière, un petit peu intéressante, qui va nous intéresser pour la suite pour le contexte historique. Le fleuve Hérault donc, qui passe juste ici au niveau de l'allée de Platane. Et donc là vous êtes sur le plateau et ici on est sur l'extrémité septentrionale de ce plateau. Ici, vous êtes donc sur une fouille, ce qu'on appelle une fouille archéologique programmée. Donc les fouilles archéologiques programmées, ce sont des fouilles qui sont menées par des laboratoires des universités. Nous avons 5 partenaires, la mairie, Aglopole, le département, la région Occitanie et l'État via le ministère de la Culture. Des bénévoles travaillent, donc qui sont tous étudiants en archéologie, provenant de différentes universités. Donc moi par exemple je viens de Aix. Il y en a de Tours, de Bordeaux, Montpellier évidemment, bref, de France et de Navarre. Ce sont des programmes triennaux et donc tous les étés en fait nous venons ici pendant 5 semaines fouiller ce site de la Monnaie d'Hyères. Cette occupation gauloise, je vous l'ai dit, donc elle va entre 600 et 400 avant Jésus-Christ, donc une occupation qui dure 200 ans. Qui avait été reconnu anciennement, voilà, je vous l'avais dit, par quelques prospections, par quelques découvertes plus ou moins éparses, d'abord par des érudits locaux, puis par des universitaires, etc. Et en fait, les découvertes les plus importantes qui ont été menées ces dernières années, c'est celles de 2014. Donc ces fouilles de 2014 ont été très importantes en termes de découvertes archéologiques. Pourquoi ? Parce qu'elles ont permis de fixer la limite justement septentrionale de l'habitat. Vous avez ici donc le plateau dont je vous parlais. Et donc ce qui est intéressant pour ces fouilles septentrionales, c'est qu'elles ont mis en exergue, ici vous voyez un trait noir, c'est un fossé, un grand fossé défensif qui borde en fait le site. Et à l'intérieur de ce fossé, déjà c'est un fossé qui est très important, ce qui implique une forme de d'un pouvoir qui oblige certains individus à travailler. Et à l'intérieur de ce fossé, on a trouvé les effondrements du rempart. Un rempart qui était constitué de blocs de pierre à la base avec une élévation en terre. Donc on a dès le début de l'occupation du site une volonté de cadrer, de délimiter un périmètre par des moyens humains importants qui permettent voilà, ce découpage. Donc, voilà ce site donc, qui est bien délimité au nord. À l'est et des autres côtés, un léger dénivelé qui permet de délimiter ce plateau. Là, nous sommes ici au niveau de la zone 12. Donc la zone 12, c'est l'espace de fouille ici. Pourquoi le site est important? Pourquoi on est venu fouiller ici? Le site de la Monnaie d'Hyères, en fait, en réalité, il se caractérise dès sa fondation, en fait, par des caractéristiques un peu spéciales. Quelles sont ces caractéristiques? Déjà, je vous l'ai dit, ce rempart qui est édifié de manière très précoce avec une volonté urbaine, c'est-à-dire une volonté de quadriller, d'organiser l'espace. Ensuite, il y a aussi un fort taux d'importation. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Nous sommes en territoire gaulois ici, a priori vers 600-400 avant Jésus-Christ. Le contexte géopolitique, on va dire, pour employer des mots modernes, est un peu spécial. Pourquoi? Parce qu'en 600 avant Jésus-Christ, il y a Marseille qui est fondée donc par des Grecs. Des Grecs qui viennent de Phocée, donc en actuelle Asie mineure.
Et donc ces Grecs qui viennent dans le sud de la France marquent en fait un premier coup d'accélération dans les échanges entre la Gaule du Sud et la Méditerranée. Ces échanges avant la fondation de Marseille étaient existaient déjà, et on avait dans certaines nécropoles, notamment à Agde ou à Mayak, si vous connaissez un petit peu là, dans l'Aude, on avait des objets d'importation, notamment des vases, des objets métalliques qui venaient de la Méditerranée. Donc on savait très clairement qu'entre les indigènes, donc les populations gauloises et les Méditerranéens, il y avait des échanges, donc ça ne fait pas de doute. Mais la fondation de Marseille permet en fait de stimuler ces échanges et ces contacts. Ces échanges, en fait, qu'en est-il? En réalité, l'un des principaux produits qui est échangé, c'est le vin. Les Marseillais se mettent à produire assez rapidement du vin et l'échangent abondamment avec les populations gauloises. Il y a aussi du vin qui provient d'Étrurie, donc les Étrusques sont une population qui vit sur l'Italie. Donc à Bessan, en fait, ce qui est intéressant, c'est que de manière très précoce, on a des objets justement d'importation. Donc des amphores, mais également de la vaisselle fine, de la vaisselle commune. Donc en fait, dès le début de l'histoire du site, le site a eu une caractéristique un peu spéciale, c'est ces taux d'importation très importants. Outre ces importations fréquentes, on a retrouvé des techniques architecturales assez particulières, notamment la construction avec des adobes. Les adobes, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des briques de terre crue séchées au soleil et qui sont ensuite utilisées dans le bâti. Et ça, c'est une technique qui n'est pas locale et qui est d'importation méditerranéenne. Donc là encore, sur le site, on trouve une technologie, on va dire, d'importation et qui en fait, on va dire, donne une sorte d'indice, une sorte de pressentiment qu'il y a pu avoir cohabitation, ou du moins un coup de pouce, ou comment on pourrait qualifier ça, une aide peut-être entre populations gauloises et méditerranéennes. Le site, je vous l'ai dit, c'est un site qui a une occupation a priori de 200 ans. Comment on sait ça? En fait, on est tombé sur différentes phases sur les parcelles de 2014. En 2014, comme vous le voyez, de nombreuses maisons ont été découvertes. Donc là, vous avez des couleurs très différentes suivant les datations. Donc si vous voyez une superposition, c'est normal parce que tout simplement, il y a tout qui est restitué ici. Donc comme vous le voyez, un plan très important avec des maisons avec des plans très différents. Donc on a les structures les plus anciennes, ce sont des structures dites à abside, donc plutôt ovalaires, avec que vous avez ici. Mais après, par la suite, on a des maisons plus connues de type quadrangulaire. Mais on a aussi des choses tout à fait originales, c'est notamment le cas de ce bâtiment complètement circulaire, cas complètement unique en Gaule méridionale. Donc, les fouilles de 2014 avaient déjà montré vraiment le caractère tout à fait spécifique et intéressant de ce site. Et il faut imaginer vraiment une succession très importante de ce village finalement, de cet habitat, qui est, comme vous le voyez, relativement densément occupé. Toutefois, il ne faut pas imaginer, comme aujourd'hui à Bessan, des maisons mitoyennes. On est encore dans un système d'organisation, ce qu'on appelle en ordre lâche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'enceinte délimite un périmètre, mais que les individus, on ne sait pas s'il y a vraiment une volonté propre à chaque individu de construire sa maison à tel moment, à tel endroit. Bref, les maisons, comme vous le voyez, ne sont pas encore mitoyennes. Et ça, ce phénomène urbain va s'accélérer plus tard en Gaule méridionale. Ce qui est intéressant surtout aussi ces fouilles de 2014, c'est outre ces premiers niveaux, ces premiers contextes mis en exergue, c'est la fin du site. Le site, donc je vous l'ai dit, vers 400 est plus ou moins déserté. Et l'une des dernières phases d'occupation est caractérisée notamment par la présence d'une grande fosse. Donc une grande fosse qui fait près de, il me semble, 30 mètres de large. Donc vraiment quelque chose d'assez costaud. Et donc à l'intérieur de cette fosse a été mise en évidence au sein du comblement énormément de ces amphores qui transportaient du vin, mais également de la vaisselle fine grecque, mais également étrusque.
À cela, c'est ajouté, outre donc, bon, au début, si on n'a que ça, on dit bon, ça peut être un dépotoir, rien de très original. Mais là a été mis en évidence aussi de nombreux éléments de faune, donc des restes de bœufs et de moutons, dans des quantités extrêmement importantes, bien supérieures à ce qu'on retrouve dans l'habitat, parce que cette fosse, du coup, a été interprétée finalement comme une sorte de fosse de clôture, qui pourrait être, on va dire, les restes d'un banquet collectif en vue de l'abandon du site, cette fin de site vers 400. Qu'est-ce qui se passe vers 400? À une dizaine de kilomètres, on a la fondation de Agde par des Grecs. Des Grecs qui viennent de cette fosse, c'est une sous-colonie de Marseille. Donc on a une transition entre les deux sites qui est tout à fait intéressante. Le site de la Monédière est donc a priori abandonné. Et il y a aussi d'autres sites qui apparaissent un peu plus au nord. Vous avez Florensac, vous avez Homme, bref, quelques sites proto-historiques aussi qui émergent un peu dans l'arrière-pays. Donc on a une sorte de polarisation, de dichotomie qui naît entre d'un côté les populations qui se tournent vers la Méditerranée et de l'autre plutôt qui remontent dans la vallée de l'Hérault. On a donc beaucoup d'échanges avec le monde grec. Ce qu'on retrouve majoritairement venant de ce monde grec, c'est la céramique attique. Donc c'est cette céramique à vernis noir où on peut avoir des figures rouges. Mais bref, je vous épargne les détails. Mais ça, c'est dans des taux extrêmement importants qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur les sites gaulois. Les seuls sites avec des équivalents, des pourcentages d'importation aussi importants sont notamment à Latte, donc à Montpellier, au sud de Montpellier, qui est aussi interprété comme un comptoir étrusque. Ou alors plus dans la vallée du Rhône, notamment à Arles, à Espérance ou à Saint-Gilles, où là aussi on a des sites proto-historiques qui fonctionnent comme des comptoirs. Qu'est-ce qu'on entend par comptoir? Ce sont des sites qui en fait sont sans doute des sites redistributeurs. Les marchandises viennent de la Méditerranée, donc notamment les amphores mais aussi la vaisselle. Sans doute de ces éléments sont consommés sur place parce qu'on a énormément de déchets. Et il y a ensuite un phénomène de redistribution dans l'arrière-pays. Et par contre, l'arrière-pays est bien moins doté de ces importations. De la céramique attique, des éléments, ça c'est des disques en bronze, des choses un peu énigmatiques provenant du monde étrusque dont la signification n'est pas complètement certaine. Les fameuses amphores de Marseille dont je vous ai parlé ici, ces amphores ovoïdes, mais également des éléments ibériques, donc des agrafes, enfin bref, comme vous le voyez, on est dans un contexte, on va dire, multiculturel, où les échanges sont très importants. Maintenant, on va voir justement comment ça s'organise sur le site. On a une partie donc plutôt habitat, plutôt une rue. Et il faut vraiment avoir en tête qu'on est sur on est sur une stratigraphie, donc une épaisseur extrêmement fine. Vous avez un site en fait où vous avez 200 ans d'occupation entre 40 et 60 cm. Donc vous allez voir beaucoup de structures un petit peu éparses. On va avoir un bout de mur d'un côté, un mur de l'autre. On n'a pas toujours les maisons entières, on a rarement les maisons entières. On a des fois des lambeaux de circulation, le site, surtout dans ses parties supérieures, a beaucoup souffert, notamment des labours, parce que le plateau a été cultivé pendant des centaines, voire des millénaires. Et les labours étaient de plus en plus profonds, et donc il y avait énormément de choses qui remontaient à la surface. Notamment lors des premières campagnes, lorsqu'on faisait des photos un petit peu de haut, on notait très clairement la trace des sillons des charrues et on voyait vraiment, c'était indéniable. Donc imaginez les dégâts que ça peut causer sur les vestiges, perturber les restes. Lorsque je vous disais justement qu'il y avait le site était un petit peu coupé en deux, je pense que vous le voyez assez nettement ici, c'est assez évident. Vous avez ici en réalité les restes enfin non pas les restes, vous avez une voie, donc une route tout simplement, donc une voie, une route, une place, bon suivant les interprétations, c'est des choses qu'on va falloir préciser. Je vous ai parlé tout à l'heure justement de l'entrée au niveau du garage. Donc imaginez, donc vous avez ici l'accès principal, enfin un des accès du site. Et vous avez en fait la voie qui est ici, qui a été très bien mise en évidence. Une voie ici avec
là, on est a priori sur les niveaux les plus anciens de cette voie. Et comme vous le voyez, au fur et à mesure, là, vous avez un dégradé de plus ou moins gros cailloux qui en fait sont des recharges parce que tout simplement les voiries ça s'use. Et là encore, il faut recharger à chaque fois pour que cette voie soit bien entretenue. Donc cette voirie qui en fait structure l'espace. Pourquoi? Parce que d'un côté donc on a la voirie et de l'autre de cette grande rue principale, nous avons l'habitat où vous voyez pour le moment voilà, des lambeaux de murs, des structures, ce sont à chaque fois des restes de maisons. Pour le moment, quand vous les voyez comme ça, on a l'impression que tout se chevauche un petit peu parce qu'effectivement, il y a différentes phases qui sont mises au jour actuellement. Le problème, c'est qu'il y a vraiment, ce que je vous l'ai dit, une très fine stratigraphie. Donc, il y a des murs qui peuvent être à la même hauteur, mais qui, d'un point de vue chronologique, ne sont pas de la même datation. Sur la zone 12, là, a priori, on est en gros au 5e siècle avant Jésus-Christ. Cette voie donc est c'est peut-être exagéré de dire l'une des plus anciennes parce que c'est sans doute pas tout à fait vrai, mais en tout cas elle est extrêmement bien conservée, très bien documentée et surtout on les voit pas du tout. Ce qui a été mis, on a remarqué ça depuis quelques jours, c'est en fait la trace d'ornière. Faites-moi confiance, en lumière rasante. Elles seront sans doute mieux dégagées, mieux mises en exergue, mais on a deux sillons continus au sein de cette voie. Et de l'autre, vous avez l'habitat, et de l'autre côté aussi, vous avez des structures assez bien conservées. Mais nous avons par exemple ici un angle d'un grand bâtiment. Donc je reviendrai aussi dessus plus tard. On avait un autre angle, donc on avait fait une extension. Là sans doute on va aussi réaliser une petite extension de la fouille pour voir ce qui se passe. Pourquoi? Parce que ce bâtiment il est extrêmement intéressant. En réalité les murs comme vous le voyez sont faits en basalte. Le basalte c'est une pierre qui provient du mont Ramus, donc pas très loin, ou en galets. Donc vous voyez les murs. Généralement, vous voyez ces deux matériaux et c'est, je vous l'ai dit, cette terre massive ou ces adobes. Dans l'angle de ce bâtiment, un bloc qui est taillé mais qui est cette fois en calcaire. Donc le calcaire ici est assez rare, peu attesté et donc quelque chose qui interroge. Pourquoi mettre un angle en calcaire? Est-ce que c'est pour marquer quelque chose? Surtout que là on est au niveau de la voie. Donc on n'est pas, le bâtiment ne date pas des premières occupations de la voie, il est légèrement postérieur, mais on sait que cette voie a toujours existé au moment de l'occupation de ce bâtiment. Donc là on a affaire sans doute à un édifice peut-être un peu spécial, peut-être juste une maison, bref, beaucoup de questions. De ce côté, comme vous le voyez, la voie est un peu plus diffuse, donc quelques niveaux de galets qui sont en train d'être mis au jour avec talent et délicatesse. Et ensuite d'autres structures qui sont en train d'être mises à jour cette année. Donc là c'est vraiment des choses tout à fait nouvelles. Des niveaux encore une maison, bref une structure, on ne sait pas si c'est véritablement une maison ou quelque chose de vraiment spécifique. Mais vous avez ce niveau de galet qui est très bien encadré par, comme vous le voyez, des moellons et des blocs de basalte. Et de l'autre côté, un mur aussi très bien conservé, très bien bâti. Donc, comme vous le voyez, vraiment un site extrêmement dense. Et cette voirie qui structure, les orientations sur ce site sont toujours les mêmes. Bref, elles sont comme ça et comme ça. Donc, c'est vraiment la voirie qui va structurer le reste de l'habitat. Et donc, on va passer côté habitat qui va nous intéresser plus en détail. Donc là nous sommes du côté habitat. Pour le moment le lien justement entre cet habitat et cette voirie n'est pas encore clairement identifié. On suppose que peut-être que le mur, vous voyez le jeune homme en vert là, il y a un mur juste à sa gauche. Et on suppose pour le moment que ce mur est peut-être le mur de bordure de cette voirie. Mais ça, les choses restent à clairement identifier. Donc comme vous le voyez, un espace oriental
très richement occupé, avec des structures qui vont un petit peu pour le moment dans tous les sens. Donc l'an dernier avait été mis, non, il y a 2 ans déjà, avait été mis en exergue l'angle d'un grand bâtiment. Vous le voyez avec des blocs peu équarris, mais là encore, pour le moment, pas on va dire des gros trous dans notre plan. Mais à certains endroits, les éléments ont été bien mieux conservés, notamment dans le sud du secteur 3, qui est dégagé donc par Mathias et Léa, où on avait en fait, bon, on vous a gardé un beau vase pour la fin, parce qu'en fait, il y en avait beaucoup plus. Mais on l'a gardé le plus longtemps possible, on s'est dit pour la visite, c'est toujours sympa. Où en fait, on a une structure qui a été mise en exergue. Donc une structure que vous le voyez ici, avec un alignement de pierre, ici. Et en fait, à l'intérieur de cette structure était effondré justement ce que je vous ai parlé de ces fameuses adobes, ces fameuses briques en terre crue. Et vous avez un exemple restant de cette adobe où vous avez ce gros vase qui est posé donc sur l'une de ces adobes. Et donc il faut imaginer au niveau du galet et jusque ici contre la berme, vraiment tout un effondrement de ces adobes, un petit peu pêle-mêle, qui ont été ici démontés. Et donc en marge de ces adobes, surtout dans la partie méridionale, on avait tout un lot de céramique où on avait des amphores ibériques, enfin au moins une amphore ibérique écrasée sur place, ainsi qu'une amphore de Marseille, est liée, comme vous le voyez, à de nombreux éléments de vaisselle fine. Donc la vaisselle, là, vous avez un mortier, donc ces grands vases qui permettent de moudre les graines. Mais vous avez également, là, ce que vous avez devant, ce qu'on appelle un plat à marler, une genre de petite assiette, en céramique grise monochrome. La céramique grise monochrome, c'est encore une céramique un peu spéciale. C'est une céramique locale, mais qui est produite avec une technique spéciale, c'est la technique dite du tour. Donc la céramique, elle peut être soit montée à la main, soit elle peut être tournée. Vous avez ici cet édifice qui était extrêmement bien conservé, où on a finalement un niveau d'incendie. Pourquoi? Parce que l'adobe, ça fond en réalité. Normalement, si on lui laisse la paix, l'adobe, au fur et à mesure de la pluie, des eaux, des intempéries, elle se délite vu qu'elle n'est pas cuite. Mais le fait qu'il y ait eu une phase d'incendie, ça a permis de faire cuire cette adobe et donc de la rendre dure et de la conserver. Donc voilà les adobes ici qui ont été démontées, mais encore beaucoup de choses restent à voir. Donc à la base, la zone 12, elle s'arrêtait ici. Donc vous avez l'axe, donc la berme. La berme, c'est les limites de fouille. Et en fait, on avait uniquement un angle de bâtiment. Au début, on ne savait même pas si c'était véritablement un angle. Donc on était en 2017, on avait des bouts de pierre qui sortaient de la berme. En 2018, une première extension a été menée pour vérifier si c'était véritablement un bâtiment. Donc on s'est retrouvé à peu près au niveau du seau noir. On a élargi un chouïa jusqu'ici et on a vu là, c'était véritablement un bâtiment, déjà bien construit parce qu'on avait des angles qui se prolongeaient, des murs qui se prolongeaient et surtout encore des niveaux d'adobe extrêmement bien conservés qui ont brûlé sur place, effondrés. Et en dessous, comme vous le voyez, un niveau vraiment de charbon lié à de la cendre, bref, vraiment des niveaux de démolition extrêmement nets. Donc cette année, évidemment, un peu excité par ces découvertes, volonté de chercher la suite de ce bâtiment. Sauf que ce bâtiment, il s'est retrouvé, comme vous le voyez, assez grand. Et donc, on a été dégagé cette année, a été agrandi la zone 12 de près de 80 mètres carrés pour aller justement voir l'étendue de ce bâtiment. Donc, on va se déplacer un petit peu, comme ça vous pourrez apprécier pleinement. Comme vous le voyez, un bâtiment qui est très vaste, dont la taille est effectivement importante, elle n'est pas non plus unique. On est sur un bâtiment d'environ 12 mètres de long pour à peu près 5 mètres de large. C'est un bâtiment qui d'un point de vue de ses caractéristiques, est assez similaire à un autre habitat qui avait été mis en exergue en 2014, qui avait été restitué ainsi. Donc voilà un espace quadrangulaire avec possiblement des cloisons
Mais comme vous le voyez, vraiment une très vaste structure. Et donc, on sait qu'on arrive sur les niveaux de démolition parce qu'on les a eu déjà. Donc, mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est que nous avons le bâtiment ici, le retour qui est, comme vous le voyez, est sorti là derrière la jeune fille. Et vous avez ici les gros blocs qui sont là. Les gros blocs avec les charrues ont pu être soulevés. Il y a pu avoir des remplois aussi à la période proto-historique. Donc des gens tout simplement qui enlèvent les blocs pour les mettre ailleurs. Donc ça, archéologiquement, on peut le voir aussi. Des niveaux de céramique à plat, effondrés. Donc vraiment des choses tout à fait intéressantes. Donc à l'intérieur de ces bâtiments, je ne vous l'ai pas dit, on peut avoir de nombreux ces éléments céramiques. On a retrouvé de nombreux foyers, donc vraiment des pièces de vie, enfin tout ce qu'on peut attendre, on va dire, dans des maisons. Mais il y a parfois quelques originalités. C'est la présence de périnato. Les périnatos, c'est quoi? C'est pas des nouveau-nés, c'est des individus immatures qui sont enterrés en fait à l'intérieur des maisons. Et sur le site de la Monédière a été découvert de nombreuses fois ces immatures. Des découvertes assez anciennes avaient été réalisées déjà. Et en 2017, un de ces périnatales avait été mis en exergue, on le verra par la suite. Et cette année, une fois encore, a été découvert l'un de ces périnatales. Alors pourquoi c'est intéressant? Le fait d'enterrer ces nouveau-nés, enfin ces périnataux, est une pratique purement gauloise. Généralement ici, on est plutôt sur de la crémation. Donc les individus sont brûlés et sont mis dans des fosses, dans des nécropoles ou dans des urnes qui sont elles-mêmes enterrées dans des fosses. Les nouveau-nés ont un traitement tout à fait spécifique, ils sont donc enterrés au sein des maisons. À l'intérieur de ces petites fosses, on retrouve uniquement le nouveau-né. On n'a pas ou très rarement de céramique, pas d'objet spécifique. Vraiment, a priori, le nouveau-né est vraiment mis tel quel au sein des maisons. On le retrouve généralement sous les murs, sous les seuils, sous les niveaux de sol. Bref, c'est un individu qui ne sort a priori peut-être même pas de l'endroit où il est décédé. Donc, on va voir l'emplacement de celui-ci qui a été découvert en 2017. Et donc, ce périnatal, qui a priori n'a jamais vécu véritablement, puisque son âge a été estimé à 7-8 mois in utero, a été retrouvé vers ici, il me semble. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on en a retrouvé un cette année, il y a 2 jours, sur le secteur 2. Il est assez bien conservé. Hélas, sa tête a été un petit peu rabotée par un coup de truelle un peu énergique. C'est même ma faute, mais bon, ça arrive. Et lorsque immédiatement ce périnatal a été mis en exergue, l'idée d'abord c'est de délimiter la fosse, de clairement voir les contours de l'endroit où il a été enterré, de dégager le plus possible les os, et par la suite, avec l'aide d'un anthropologue, donc d'un archéologue qui est spécialiste des restes osseux, de démonter minutieusement chacun des os. Donc on peut, grâce à par exemple des effets de paroi, savoir identifier déjà la position du défunt, s'il est sur le côté, sur le dos, s'il était dans un linceul ou pas, s'il y avait une structure sous sa tête. Bref, il y a beaucoup d'observations qui peuvent être réalisées généralement par les anthropologues qui ont beaucoup plus l'habitude de fouiller ce genre de structure. L'immature est donc au niveau de la jeune fille en rouge, Clémence, qui en fait détourne délicatement donc les petites côtes, bref tous les éléments. Comme vous allez le voir, il est très bien conservé. Vous avez ici l'empreinte de la tête et ici la colonne vertébrale, les os longs donc des pieds et les bras qui sont comme ça. Donc on a l'immature qui est vraiment mis sur le côté, la tête légèrement surélevée. Et donc tous les éléments qui se sont effondrés tous les éléments osseux qui se sont effondrés sur lui-même et donc là qui est mise au jour dans cette structure. Donc on a une maison en réalité qui est assez lacunaire, qui est connue notamment par des lambeaux de mur, la tête légèrement surélevée et tous les éléments se sont effondrés sur eux. Les os sont vraiment très petits. La conservation de ces os est parfois un petit peu variable.
Là, sur le site, on a de la chance, les terres ne sont pas très acides, la céramique est bien conservée, les eaux aussi. Certains espaces, certains sédiments sont beaucoup plus corrosifs, beaucoup plus agressifs. Là, on fouille pendant 5 semaines, donc on fait uniquement du terrain. Mais une fouille archéologique, c'est la fouille, mais c'est également le post-fouille. Donc qu'est-ce qu'on entend par le post-fouille? C'est l'étude du mobilier céramique. Vous le voyez, on en a quand même des quantités. Donc le mobilier céramique, il faut le laver, il faut l'étudier, le dessiner, identifier les productions. Donc est-ce que c'est grec, est-ce que c'est ibérique, local, etc. Certaines typologies permettent de dater aussi, donc il y a beaucoup de travail sur la céramique. Mais il y a également des travaux qui sont menés sur les charbons, notamment de l'anthracologie. Donc là encore, on a pu être identifié notamment en 2014 et les années précédentes des essences de bois spécifiques, notamment l'utilisation de sapins. Donc là encore, ça soulève des questions d'acheminement, de ressources, etc. Et vous avez aussi ce qu'on appelle des analyses carpologiques, donc c'est l'étude des graines, mais on peut avoir des restes aussi de faune, notamment des poissons, des arêtes de poissons, là encore qui permet d'identifier différents types de pêche. On regarde les cailloux et les restes bioarchéologiques et ça élimine tout le sédiment. Une fois que tout le sédiment archéologique a été fondu, en fait, en gros, on fait sécher bien sur des claies, un peu comme ça sur du papier journal, et une fois que c'est sec, ça devient ça. Mais vous pouvez vous approcher, hein. Donc là, il reste, ça c'est de ce matin, hein. Il ne reste donc que des cailloux et des restes archéologiques. Donc vous voyez, ça c'est des charbons de bois. Ça c'est une graine. Donc ça c'est la maille de 4 mm, donc le premier tamis. Ensuite on a la maille de 1 mm. Donc là vous voyez, toutes les petites choses noires, ce sont des graines. Voilà, c'est de l'orge et du blé, entre autres. Il y a aussi des légumineuses. Donc pareil, on trie tout à la pince à épiler. Et après, donc ça c'est la dernière maille, la maille de 0,5 mm. Donc là on la trie à la loupe binoculaire, parce qu'à l'œil nu c'est impossible. Oui, c'est vraiment, c'est 500 microns en fait, hein, donc ça prend vraiment des heures, mais on sous-échantillonne en fait. On estime que selon les sites archéologiques et les périodes, si on prend le volume total du sédiment et on fait 30%, c'est assez représentatif, notamment en carpologie, donc c'est l'étude des graines, pour que ce soit représentatif de l'US, enfin de la couche fouillée. Et donc une fois que tout est bien trié selon les différentes disciplines, on a donc par exemple, ça c'est de la microfaune, donc c'est tout ce qui est petits mammifères en dessous, enfin plus petit que la taille du lapin on va dire. Donc là on a des petits rongeurs, des machins comme ça. Là c'est de la faune, tout ce qu'il y a de plus classique que les étudiants ramassent directement sur le terrain. Donc je vous ai fait un petit panel, on a du cochon, on a des os longs, on a des fémurs, tibias, tout ça. Et après on a des poissons. Donc c'est très fragile parce que les écailles de poisson ça pèse rien. Donc voilà, ça ressemble à ça en fait, des écailles de poisson archéologiques. Et là ce que vous voyez ici c'est une vertèbre de dorade, mais je suis pas sûre, il faut que je vérifie. Voilà. Et après donc on a ça, donc ça c'est les graines uniquement, donc la carpologie, parce que carpos c'est la graine en grec en fait, et logos l'étude. Et après ça c'est l'anthracologie, c'est les charbons de bois. Et une fois que tout est bien trié, répertorié et évidemment tout est dans des tableurs Excel, bases de données et compagnie, on le distribue aux différents spécialistes des disciplines. Donc moi je m'occupe uniquement de l'étude ichthyologique. Donc je peux déterminer les espèces de poissons, mais aussi donc à partir des vertèbres notamment, la taille en fait et le poids du poisson quand il a été pêché. Et après donc par exemple les carpologues ils peuvent déterminer donc quelles espèces de végétales ont été consommées sur le site et aux alentours, avec parce qu'en fait il n'y a pas que les espèces consommées. Donc je parle du blé et de l'orge, mais on peut aussi voir les plantes adventices, donc les plantes rudérales qui nous renseignent aussi et surtout sur en fait l'environnement, les milieux, comment étaient utilisés les champs ou les choses comme ça, s'ils étaient assez propres entre guillemets comme nous aujourd'hui où il n'y a pas une mauvaise herbe dans les champs, ou si au contraire c'était un peu plus en jachère on va dire. Et pareil donc pour l'anthracologie c'est la restitution des forêts en fait, donc on est vraiment sur du paléo-environnement, c'est la restitution des milieux anciens. Ça, ah oui pardon j'ai oublié, ça c'est, alors on appelle ça la conchyliofaune, c'est les coquillages marins.
Donc tout ce qui est moule, huîtres, palourdes, tout ça quoi. Et on a aussi une spécialité, l'archéologie c'est des dizaines de spécialités. On a aussi ce qu'on appelle la malacologie, qui est l'étude des escargots terrestres. Et là par contre ils ne sont pas consommés, c'est des petits machins qui nous renseignent uniquement sur la restitution pareil des milieux en fait. Parce qu'il y a certaines espèces d'escargots qui ne réussissent qu'à vivre entre tel et tel % d'humidité, tel et tel % de forêt, enfin voilà. C'est bien parce que c'est endémique de leur environnement, donc en fait ça permet de déterminer sur une zone assez restreinte quelles espèces étaient en train de cohabiter avec les habitants en fait. Voilà, ça permet de restituer aussi l'environnement, c'est important. Voilà. Comment vous datez tout ça? En fait on recoupe, alors il y a deux techniques. Il y a la technique normale, on recoupe avec les datations céramiques qui font voilà, sur le site. Et après, si on a des questions très précises sur certaines US ou pièces, on peut faire du C14. Donc, ouais, carbone 14, ouais. Ou alors après, il y a aussi ce qu'on appelle la thermoluminescence. Voilà.